Bonjour, je vais vous présenter la Cospet Optimus 2. C'est une montre Android, c'est la troisième que je teste cette année. Je vais d'abord commencer par un petit tour d'horizon comme la plupart des montres que je teste. Bon, globalement, cette montre est assez imposante, donc on voit qu'elle est assez épaisse. Il y a un énorme écran de 1,6 pouces avec une résolution de 400 x 400 qui a une image, vraiment absolument impeccable. Ici, je vais augmenter la luminosité parce qu'elle ne se voit pas tellement. Je vais la passer à 100%, voilà, comme ça on voit mieux. On voit que le niveau de détail est quand même très bon. Le contraste est un peu moins bon en fait quand on incline l'écran, mais ça c'est principalement le choix de la technologie qui fait ça. Ce n'est pas un écran AMOLED, donc les contrastes ne sont pas bons sous tous les angles. Bon, l'écran reste quand même malgré tout un très bon écran. La montre est assez imposante, mais elle est assez légère, donc elle pèse 80 grammes. C'est à peine 6 grammes de plus que la précédente montre que j'ai testée. Elle a une batterie de 1260 mAh. Bon, ça peut peut-être rien vous dire, mais les autres montres que j'ai testées avaient une batterie de 900 mAh et ça lui donne une autonomie de, je dirais, 3 jours, peut-être 4 si vous ne faites pas beaucoup de sport. Donc ça, en soi, c'est pas terrible, mais c'est beaucoup mieux que la plupart des autres montres que j'ai testées qui tiennent parfois moins d'une journée. Alors à l'arrière, on retrouve le capteur classique pour les pulsations cardiaques, l'oxygène dans le sang. Le chargement qui peut se faire soit par câble, soit par une station d'accueil qui est livrée avec la montre. On a ici le tiroir SIM, avec une carte SIM tout à fait classique, comme celle dans les smartphones. Le bracelet est en silicone mou, avec une attache en métal, c'est bien. Par contre, ce truc, ça c'est pas terrible. Donc je comprends l'idée de mieux serrer le bracelet quand il est attaché, mais une fois qu'on l'a au poignet, faire bouger ce truc-là, c'est vraiment pénible. Donc, bon, c'est une demi-bonne idée. Alors, la vraie nouveauté de cette montre-là, c'est plutôt cette partie-ci, la caméra. Donc, il y a une seule caméra sur la montre, là où souvent on en a deux, une ici et une au-dessus. Ici, il n'y en a qu'une, mais elle est rétractable. Ce qui veut dire qu'elle peut aussi bien servir comme caméra traditionnelle pour pointer vers l'avant que de façon remontée pour jouer le rôle de caméra selfie. Ça permet de ne pas devoir greffer une deuxième caméra sur la montre et lui donner une forme un peu bizarre. Donc ça, c'est une bonne idée. Cette caméra est une caméra Sony, une IMX 244. Donc pourquoi je mentionne ça? Simplement parce que les caméras sur les montres sont généralement pas d'une très grande qualité. Elles offrent une résolution de, je dirais dans l'ensemble 5 millions de pixels. Celle-ci en offre 13. Bon, maintenant, le nombre de pixels ne donne pas spécialement une indication sur la qualité, mais ce capteur est un capteur qui a déjà été utilisé dans des smartphones il y a quelques années. Donc, c'est pas le dernier cri au niveau capteur qualité photo. Par contre, pour une montre, c'est pas mal. Donc, je posterai des photos et des vidéos prises par cette caméra dans mon blog. L'adresse, vous la retrouverez ici en dessous. Pour le reste, je dirais que la montre est assez classique. Bon, il y a un petit bouton bleu ici pour allumer là où les autres montres ont une couleur unique. L'écran est très bien. Et je vais vous présenter ensuite l'interface principale de la montre. La Cospet Optimus 2 fonctionne exactement selon les mêmes principes que les autres montres Android que j'ai testées, donc à savoir un premier écran riche en détails personnalisables. Donc ici on a toute une sorte des écrans pour tous les goûts et toutes les couleurs. En fait, il y en a quand même pas mal. En fait, on peut personnaliser son écran. Donc ici on a la possibilité d'utiliser une photo pour illustrer le fond de l'écran, ou alors prendre un écran déjà préconfiguré. Il y a une possibilité pour aller télécharger des écrans supplémentaires. Donc je dirais que c'est assez sympa. Certains sont même animés comme celui-là. On voit que voilà, la montre a une interface graphique qui est quand même pas mauvaise du tout. L'écran est de bonne qualité, donc comme je l'ai déjà dit, et on voit bien que au niveau de détail, c'est plutôt bon. Alors au-dessus, on retrouve les écrans classiques Android avec bon, l'heure, la date évidemment, l'indicateur de batterie. La batterie, bon, elle tient 3 à 4 jours, ce qui n'est pas encore exceptionnel, mais ça reste un très bon score pour des montres de ce type-là, parce que jusqu'à présent, j'ai pas encore une seule montre qui tienne au-delà de 3 jours. On a l'indicateur Bluetooth, l'indicateur réseau 4G. Au niveau sensibilité 4G, c'est assez similaire à ce que j'ai avec mon téléphone, donc c'est pas mauvais. Je vous montrerai la fonctionnalité vocale par la suite.
Alors ici sur l'écran, on a des boutons de raccourci qui sont plus ou moins les mêmes que ce qu'on trouve habituellement. Donc le mode ne pas déranger, la luminosité de l'écran, donc qui va fortement influencer l'autonomie de batterie. Le mode avion, le Wi-Fi, le Bluetooth. Ici je pense que c'est oui, l'allumage quand on lève le poignet et les données mobiles, puisqu'il y a une carte SIM ici insérée dans la montre et donc on peut télécharger des applications 4G par exemple. Alors ça c'était pour l'écran du dessus. L'écran sur le côté ce sont les notifications. Donc quand on reçoit une notification soit de la montre comme par exemple la météo ou un SMS, ça s'affiche ici. En dessous on a l'indicateur avec le nombre de pas chaque jour. Donc là vous voyez je la teste déjà depuis quelques jours. On a un lecteur musical qui ne fonctionne que pour les chansons qui sont stockées dans le téléphone. Et on a la météo ici qui ne fonctionne pas, mais je pense que c'est parce que j'avais pas enclenché le Wi-Fi au moment du démarrage de la montre. Sur la droite, on a les différents menus Android que je vais détailler dans le prochain chapitre. Alors comme je le disais plus tôt dans la vidéo, cette Cospet n'est pas la première montre Android que j'ai testée cette année. Et je vais la comparer maintenant à la dernière montre que j'ai testée, qui est en fait une montre concurrente, c'est la Lemfo LEM15. Alors la Lemfo LEM15 est aussi une montre Android, et d'un aspect extérieur, bon, on voit que ce sont deux montres de taille assez similaires. L'écran est exactement de la même taille, avec exactement la même résolution. Et en fait, je ne serais pas étonné que ces écrans sont fabriqués par le même constructeur, parce que d'un point de vue niveau de détail, bon, je pense que les deux écrans sont vraiment tous les deux de bonne qualité. Ce sont des écrans IPS, donc quand on change l'angle, on perd un peu de contraste. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est grosso modo la même chose. Au niveau finition, je donnerais un petit plus pour la Lemfo. Elle a une finition avec une bordure en céramique. Bon là, ça se voit peut-être pas très très fort, mais c'est surtout à l'arrière que ça se voit. Voilà, donc on voit que l'arrière, la finition de la Cospet est plutôt d'origine plastique. Maintenant, la Lemfo, bon, elle a un petit plus avec la céramique, mais bon, ça se voit pas beaucoup. Donc je pense pas que c'est ça qui doit motiver votre décision d'achat. Alors au niveau poids, ces deux montres ont une taille assez similaire, donc on voit que l'épaisseur, la taille, etc. c'est la même chose. La Lemfo pèse 74 grammes, la Cospet pèse 80 grammes. 6 grammes de différence, mais vraiment en faveur de la Cospet parce que l'autonomie de la Cospet est quand même 3 fois meilleure que celle de la Lemfo. Donc pour 6 grammes, je préfère la Cospet parce que l'autonomie de la Lemfo est vraiment pas bonne. C'est une journée, alors peut-être une journée et demie si vous faites attention en utilisant l'écran avec la luminosité minimale, mais l'autonomie n'est vraiment pas bonne. Alors l'autre différence c'est au niveau du capteur photo. Donc la Lemfo en a deux, donc un capteur frontal ici, un capteur secondaire ici, 5 millions et 2 millions de pixels. La Cospet en a un seul qui est amovible et ce capteur est de 13 millions de pixels. La qualité des photos et des vidéos est légèrement meilleure que ce qu'on trouve sur la Lemfo. Pour le reste, ce sont des montres tout à fait similaires. La Lemfo se vend plus ou moins à 200 €, un peu moins. La Cospet devrait sortir vers 150 €. Donc j'irai avantage à la Cospet sur ce comparatif. On verra alors dans les différentes mesures que je vais effectuer laquelle des deux s'en sort le mieux. Passons aux fonctionnalités Android. Elle se trouve en fait sur la droite, comme sur toutes les montres de ce type-là, et je vais commencer par la partie téléphonie. Avec un simple test, je vais appeler la montre avec mon téléphone pour démontrer quelque chose de très très simple. Sur les précédentes montres que j'ai testées, quand le téléphone émet sa première sonnerie, la montre ne réagit pas tout le temps. Donc j'ai eu un retard de 2 à 3 sonneries en fonction de la montre. Cette montre-ci réagit beaucoup plus rapidement. On va voir ici, je vais émettre l'appel à partir de mon téléphone. Voilà. Une sonnerie et la montre réagit tout de suite. Voilà. Cette montre réagit donc beaucoup plus rapidement. Elle a un processeur qui est plus rapide que celui que j'ai testé sur les montres précédentes. Je pensais à la base qu'un processeur allait surtout être utile pour faire tourner les applications, mais même pour les fonctionnalités de base comme la téléphonie, un processeur est quand même vraiment très utile. Alors, ici j'ai fait la démonstration d'un appel entrant. Je vais
émettre un appel maintenant avec la montre pour donner une idée du volume que la montre est capable de soutenir. Alors, avec l'expérience du clavier qui n'est pas extraordinaire, je vais appeler un répondeur vocal, ça n'a pas d'importance. For English, press Voilà. 1. Voor Nederlands, toets 2. Pour le français, appuyez sur le 3. Für Deutsch, drücken Sie die 4. J'ai l'impression que le son sort des côtés, il n'y a pas réellement un haut-parleur visible. For English, press 1. Voor Nederlands, toets 2. Pour le français, appuyez sur le 3. Für Deutsch, drücken Sie. Alors bon, le son est un peu étouffé. Bon, c'est normal, c'est une montre, il n'y a pas des haut-parleurs dédiés comme sur un téléphone, mais c'est quand même pas mal parce que le volume ici est quand même plus élevé que les montres que j'ai pu tester jusqu'à présent. Donc probablement enfin, je pense que vous allez pouvoir utiliser la montre à peu près dans toutes les conditions, sauf peut-être dans des milieux très très bruyants où un téléphone restera une meilleure alternative. Alors donc je vous ai montré la partie téléphonie, il y a encore la partie SMS. Bon, brièvement sur les contacts. Les contacts par défaut sont ceux de la carte SIM. Donc si vous voulez ajouter un autre compte, il faudra le faire vous-même parce que la montre ne va pas le faire pour vous. Alors les SMS, vous pouvez en émettre et en recevoir. Donc ici j'ai reçu un SMS de mon opérateur qui me demande de recharger la carte prépayée. Bon, en soi, rien de bien affolant. On a les fonctionnalités de base pour répondre, téléphoner ou effacer. On voit ici que les traductions ne sont pas toujours parfaites. Mais vous pouvez aussi évidemment composer un SMS en appuyant ici. On introduit un numéro, voilà, aucune importance. Et là, vous avez le choix entre composer un texte vous-même ou utiliser une réponse rapide. Les réponses rapides sont très pratiques parce que vous ne devez rien taper et il y en a plusieurs. Par contre, si vous devez taper un texte vous-même, il va falloir s'armer de patience parce que le clavier a beau être très lisible, l'utilisation du clavier, à moins d'avoir des doigts très très fins, est vraiment vraiment compliquée. Il y a aussi la proximité de la touche d'effacement et la touche de validation qui fait que en voulant valider le texte, parfois j'appuie sur la touche pour effacer le texte. Donc c'est absolument pas le but et c'est pas tout à fait pratique. Donc ok, ça fonctionne, mais c'est pas extraordinaire. Alors je vais revenir en arrière pour aller vers les paramètres. Alors les paramètres de la montre sont comme la plupart des paramètres sur les montres Android. Donc on a la possibilité de configurer le réseau Wi-Fi, 4G, le Bluetooth, gérer les permissions des applications, vérifier ce qui se passe au niveau de la batterie. Donc non seulement on voit combien de batterie il nous reste, on peut activer un économiseur de batterie, ce que je n'avais pas sur les montres précédentes. Et on voit également aussi l'état de la consommation de la batterie. Donc ici j'ai rechargé la montre il y a 21 heures, j'ai encore une journée et 16 heures d'autonomie, en sachant que la nuit, évidemment, j'utilise beaucoup moins la montre, et donc l'autonomie va réaugmenter après avoir passé une nuit. Donc j'atteins 3 jours d'autonomie, parfois un peu plus en fonction de ce que je fais avec la montre. J'ai pas encore obtenu ce genre d'autonomie avec d'autres montres de ce type-là. Généralement, l'autonomie elle est de 1 jour ou 2, donc en soi, c'est une bonne performance. Affichage, donc le temps avant de s'éteindre ou la taille des polices, etc. Le son, la gestion du volume, le mode ne pas déranger. Stockage, attention, elle n'a que 64 gigaoctets de stockage. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir stocker énormément de vidéos sur cette montre ou beaucoup d'applications, et comme il n'y a pas de carte mémoire, il faudra régulièrement faire le nettoyage. GPS, service Google, choix de la langue, bon, configuration classique d'une montre. Je vais ensuite parcourir les fonctionnalités de la montre, suivies des fonctionnalités de connectivité comme la navigation, etc. Alors la montre est très sophistiquée, oui, elle tourne sous Android, mais elle a quand même encore quelques fonctionnalités de base d'une montre connectée, à commencer par le rythme cardiaque. Donc le rythme cardiaque permet de voir le rythme cardiaque en temps réel. Bon, ici évidemment je ne suis pas connecté à mon poignet, donc je ne vais pas avoir de mesure. On voit en fait les dernières mesures. Ce qui est différent par rapport à une montre plus traditionnelle, c'est qu'il n'y a pas de mesure automatique toutes les X minutes. Et c'est probablement pour épargner la batterie, parce que, étant donné que la batterie est déjà assez faible en comparaison avec une montre traditionnelle qui peut tenir plusieurs semaines
avec la même charge. Ici, c'est pas le cas, donc la mesure du cœur se fait vraiment à la demande. Est-ce qu'elle est fiable? Oui, enfin ça dépend en fait de ce que vous faites. Donc quand vous êtes à un niveau de pulsation, je dirais entre 60 et 120, les mesures que j'ai effectuées sont assez proches de ce que j'ai obtenu avec ma ceinture Polar H10. Par contre, quand on monte plus haut et que la fluctuation est importante, là, les écarts sont plus importants. Donc, c'est pas une montre qui va vous donner une mesure excessivement fiable. Elle vous donnera en tout cas une bonne indication de la zone de pulsation cardiaque dans laquelle vous vous trouvez. Elle mesure également l'oxygène, le taux d'oxygène dans le sang. Bon, j'obtiens toujours entre 97 et 100, mais j'ai aucun autre appareil pour comparer et éventuellement évaluer si la mesure est fiable ou pas. La mesure du sommeil, donc qui mesure en fait le nombre d'heures de sommeil, c'est assez bien, je veux dire, parce que la nuit passée, j'ai probablement dû dormir à peu près 7 heures, donc la mesure est assez proche. Il y a ensuite une division en réveil, sommeil léger et profond. Bon, aucune idée si ces mesures sont fiables, je vois pas très bien comment c'est calculé. Bon, ici on voit aussi quelques petits problèmes de traduction. Alors la dernière fonctionnalité type montre, c'est une fonctionnalité qui vous aide à respirer. Donc ce sont des exercices respiratoires pour faire baisser votre rythme cardiaque. Voilà. Je vais passer ensuite au navigateur et aux applications. Je donnerai quelques exemples pour vous montrer ce que la montre est capable de faire. La montre dispose d'un navigateur qui permet d'aller voir des pages web. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, elle est connectée en Wi-Fi ici. L'affichage est assez rapide. De nouveau, c'est un avantage d'avoir un CPU qui est assez puissant. Donc les pages fonctionnent. Donc vous pouvez afficher à peu près n'importe quel site internet. Le problème, c'est que la plupart des sites internet sont conçus pour des écrans rectangulaires, et ici la montre, forcément, n'a pas un écran rectangulaire. Donc il y a un certain nombre d'éléments sur l'écran qui ne sont pas tout à fait visibles ou même accessibles, principalement dans les coins, bien que cette montre ici gère un peu mieux les écrans que les montres précédentes que j'ai vues, parce que les autres affichent les pages en plein écran, et donc on se retrouve avec un écran de bord à bord qui masque en fait toute la plupart des fonctionnalités qui sont dans les coins. Pour taper une adresse, le clavier habituel, donc c'est possible, mais il faut s'armer de patience en fait pour pouvoir introduire une adresse, c'est un peu compliqué. Alors maintenant, c'est une prouesse technologique d'avoir un navigateur qui fonctionne correctement sur une montre, mais c'est un usage plutôt d'accompagnement plutôt qu'un usage principal. Je ne pense pas que cette montre a une vocation de remplacer complètement un smartphone ou une tablette. Techniquement, ça fonctionne, mais il y a quand même quelques problèmes d'ergonomie et aussi l'aspect pratique d'avoir ça sur un écran comme ça. Il faut avoir aussi de bons yeux pour pouvoir lire tous les différents caractères sur l'écran. La montre vous permet d'accéder au Play Store. Le Play Store, c'est celui qu'on connaît sur les téléphones. Donc voilà. J'ai pas remarqué vraiment de différence avec ce qu'on peut obtenir sur un téléphone. Et je pense que c'est parce que cette montre se fait passer pour un téléphone. Quand je me suis connecté la première fois au compte Google que j'utilise pour tester les appareils, je reçois un mail de Google m'indiquant qu'un nouvel appareil s'est connecté. Jusque-là, c'est normal, j'ai à chaque fois ce genre de mail, mais Google m'indique que l'appareil qui a tenté de se connecter à mon compte, c'est un Redmi 8. Et donc, ça voudrait dire que cette montre se fait passer pour un Redmi 8 pour pouvoir accéder au store. Alors en soi, c'est bien parce que le Redmi 8 a accès a priori à toutes les applications qu'on peut voir ici. Maintenant, le problème, c'est que certaines de ces applications-là vont faire appel à des fonctionnalités prévues pour un téléphone qui n'existent pas sur une montre. Donc vous allez pouvoir démarrer l'application, probablement utiliser un certain nombre de fonctionnalités, mais pas toutes. Donc là, ce sera au cas par cas, en fonction des applications que vous utilisez fréquemment, que vous pourrez ajouter l'application ou pas à votre écran de montre. Maintenant, probablement que des applications très consultatives comme Facebook fonctionneront sans problème, là où une application qui va utiliser le GPS, la caméra et ce genre de choses-là seront probablement plus problématiques. Je vais montrer deux applications que j'ai téléchargées sur la montre. La première, c'est une application que j'utilise pour tester le niveau de signal GPS sur les téléphones.
Alors je vais la lancer. Donc l'application fonctionne sans problème. Le problème, c'est que cette application n'a pas du tout été conçue pour une montre. Et donc il y a un certain nombre d'informations essentielles, comme notamment les filtres en haut de l'écran, qui ne sont tout simplement pas visibles sur la montre. Et donc ici, je tape un peu n'importe où et j'arrive vraiment pas en fait à utiliser l'application comme il faudrait que je puisse l'utiliser. Donc ça, c'est un exemple d'une application qui techniquement fonctionne, mais au niveau de l'utilisation, c'est pas pratique du tout. Alors, une autre application qui par contre fonctionne très bien sur la montre, c'est Spotify. Donc je vais me connecter. Voilà. Donc le téléchargement est assez rapide, l'affichage des images est tout à fait fluide. Je vais prendre, peu importe la chanson, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Alors je vais faire play. La qualité du son n'est pas extraordinaire, ça reste une montre, mais le volume est quand même pas mal, un peu comme le volume pour les appels. Donc ça permet d'écouter de la musique avec le haut-parleur et d'accéder à votre bibliothèque Spotify ou Deezer, en fait ça revient même. Voilà, donc ça, Spotify fonctionne plutôt bien. Alors les autres fonctionnalités de Google qui sont intégrées à la montre sont des fonctionnalités qu'on retrouve dans toutes les montres de type Android. On a un assistant qui permet de synchroniser la montre avec le téléphone. C'est pas vraiment utile. On a un marché des applications où il y a grosso modo 5 applications dedans. Un marché du cadran où on peut personnaliser le cadran, mais ça je l'ai montré précédemment dans une autre vidéo. L'optimisation du système qui permet de nettoyer la mémoire, nettoyer les fichiers qui traînent, etc., histoire de ne pas bourrer la montre de fichiers temporaires. Google Maps, qui fonctionne assez bien. C'est généralement assez lent sur les montres que j'ai testées, mais ici ça fonctionne assez bien, la montre est quand même plus puissante. Bon, on voit ici un problème d'ergonomie où les messages affichés par Google sont pas toujours faciles d'accès par ce genre de choses-là, mais ça fonctionne. Donc la montre est complètement autonome. Maintenant, je pense qu'un téléphone restera toujours une meilleure option pour vous guider si vous êtes par exemple en voiture. Vous avez aussi le moteur de recherche que je vais vous montrer ici. Voilà. Qui fonctionne comme un moteur de recherche classique, mais également aussi avec recherche vocale, si vous n'avez pas envie de taper un texte complet. Donc dans son ensemble, la montre dispose de pas mal de fonctionnalités intéressantes, bon, en soi qui sont une prouesse pour avoir ça sur une montre, et parfois on peut se poser la question de l'utilité de ces fonctionnalités-là, mais dans l'ensemble ça fonctionne. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Il faut simplement pas se faire d'illusions sur la partie application, parce que le fait de pouvoir télécharger à peu près n'importe quoi donne l'impression que tout va fonctionner, mais au final, seulement certaines applications qui ne font pas appel à des fonctionnalités de type hardware vont fonctionner. Et donc, je dirais qu'ici, c'est plus une question de choisir des applications de type consultative. Celles-là fonctionneront. Les applications un peu plus sophistiquées ne fonctionneront probablement pas correctement. Donc, je dirais ici, c'est pas encore au point parce que les applications n'ont simplement pas été conçues pour être utilisées sur une montre. Ça fait 2 semaines que j'utilise la Cospet Optimus 2. C'est la 3e montre Android que je teste cette année. Alors dans son ensemble, la montre, c'est la meilleure des 3 que j'ai testées. Elle a une meilleure autonomie de batterie, elle est plus rapide, les fonctionnalités sportives sont plus étendues. Donc il y a un tas de bonnes raisons en fait qui font que cette montre va obtenir un meilleur score que les 2 autres que j'ai testées précédemment. Maintenant, il faut garder une chose en tête, c'est que ce genre de montre-là, c'est pas une montre grand public, c'est une montre qui va s'adresser à un public de geeks qui est intéressé pour tester des technologies, mais qui est aussi prêt à accepter, gérer certaines conséquences, à savoir que la montre est capable de faire beaucoup de choses, donc elle est capable de surfer sur Internet, télécharger des applications, tout ça c'est très bien, mais le revers, c'est que ça fonctionne pas toujours correctement. C'est pas vraiment la faute de la montre, c'est la faute du contenu. Donc les applications qui sont dans le Play Store sont des applications qui ont été conçues pour un téléphone et pas pour une montre, et donc forcément, à un moment donné ou un autre, ces applications-là ne vont pas fonctionner correctement sur un téléphone. C'est pareil pour la navigation Internet.
Le navigateur en soi il fonctionne très bien. C'est juste que les pages n'ont pas été conçues pour être affichées sur un écran de montre. Et donc, de nouveau ici, oui, c'est intéressant, mais de par le fait que le contenu n'a pas été conçu pour une montre, aujourd'hui, on n'a pas vraiment du contenu qui soit vraiment exploitable sur Internet. Alors, on est en 2021, probablement que ce genre de discours, on l'avait avec le tout début des téléphones équipés d'un navigateur Internet, où on se disait que les sites n'étaient pas adaptés au téléphone. Aujourd'hui, c'est le cas. Alors peut-être que dans 5 ans, les sites seront développés pour les montres, pour les téléphones, pour les ordinateurs. L'avenir nous dira si le marché va dans cette direction-là. En attendant, je dirais que cette montre permet de le faire avec quelques restrictions. Et dans son ensemble, parmi toutes les montres que j'ai testées sous Android, c'est aujourd'hui clairement la meilleure. En comparaison avec la Lemfo M15, elle est meilleure, l'autonomie est bien meilleure, elle est plus rapide. En comparaison avec l'autre Cospet que j'ai testé, elle est également meilleure au niveau autonomie, elle est également meilleure en termes de performance, elle offre plus de possibilités au niveau sportif. Donc, parmi ces 3 montres-là, la Cospet Optimus 2, c'est la gagnante. Si vous êtes intéressé par ce genre de gadget, c'est un bon candidat. Maintenant, si vous voulez plus d'informations sur les mesures que j'ai effectuées, notamment le rythme cardiaque, la mesure du GPS, etc., tout se trouve dans mon blog. Vous trouverez l'adresse ici en dessous. Le prix de lancement de cette montre-là est de 179 $. Si je me souviens bien, ça fait environ 150 €. Donc, je vous invite à laisser des commentaires si vous avez des questions sur la montre. Et je vous dis à bientôt pour le prochain test.